Syndrome de dépression post-jeux vidéo. Sentiment de déprime ressenti par de nombreuses personnes après avoir terminé un jeu. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Parce que moi oui, et en plus ça m'est arrivé très récemment, lorsque j'ai eu la bonne idée de relancer pour la deuxième fois un jeu vidéo. Mais pas n'importe lequel, puisque si vous y avez déjà joué, vous savez que quand on le termine, une sensation de vide nous envahit. Ce jeu est sorti en 2020 et est la suite d'un autre jeu vidéo sorti lui en 2013. Et développé par le studio Naughty Dog. Un jeu vidéo qui est décrit par certains comme le meilleur jeu vidéo de tous les temps. Puisqu'aujourd'hui je vais vous parler de The Last of Us Partie 2 et répondre à une question qui subsiste encore 6 ans après. The Last of Us Partie 2 est-il un génie mal compris ou un immense gâchis? Aujourd'hui on va analyser pourquoi ce jeu divise autant et pourquoi personne n'en sort totalement indemne. I'm gonna find and I'm gonna kill every last Faire une suite à The Last of Us relevait presque de l'impossible. Le premier jeu racontait une histoire simple mais puissante. Un monde détruit, deux personnages blessés, et surtout une relation qui évolue jusqu'à un final moralement ambigu devenu culte. Le problème, c'est que cette fin était parfaite, justement parce qu'elle ne donnait pas de réponse claire. Joël a-t-il bien fait? Ellie aurait-elle accepté? Le mensonge final pouvait-il tenir? Faire une suite signifiait forcément casser ce mystère. Et Naughty Dog l'a compris très tôt. Au lieu de refaire la même histoire, ils ont décidé de prendre un risque immense, ne pas faire plaisir aux joueurs, les confronter. Dès les premières heures, le jeu frappe brutalement. On retrouve Joel et Ellie à Jackson, une forme de calme, une reconstruction. Puis tout s'écroule. Joel, get up. Joel, fucking get up. Please stop. Please don't shoot. Joel, please get up. La mort de Joel n'est pas seulement un twist, c'est un message. Le joueur n'est plus en terrain connu. Le héros protégé du premier jeu n'est plus intouchable. Et c'est précisément là que beaucoup ont décroché. Parce que Joel n'était pas juste un personnage pour des millions de joueurs, c'était leur personnage. Ils avaient traversé l'Amérique avec lui, souffert avec lui, tué avec lui. Le voir mourir aussitôt, aussi violemment, sans gloire, a créé un rejet immédiat. Mais narrativement, ce choix est cohérent. Le premier jeu se terminait sur un massacre. Joel avait condamné les Lucioles. Il avait détruit des vies. Le passé revient simplement le rattraper. Le problème n'est donc pas la logique. Le problème, c'est l'attachement émotionnel du joueur. Contrairement à beaucoup de jeux d'action, ici, la violence n'est jamais héroïque. Chaque combat est sale, brutal, épuisant. Les ennemis crient le nom de leur allié. Les animations sont crues. Les morts dérangent. Le jeu veut vous faire ressentir le poids de vos actes. Certains adoré, d'autres ont trouvé cela hypocrite. Le jeu me force à tuer des centaines de gens, puis me dit que tuer c'est mal. Et cette critique est légitime. Il existe une dissonance entre gameplay et message, mais il faut comprendre une nuance. Le jeu ne dit pas « tu es mauvais de tuer », il dit « même quand tu crois avoir raison, la violence laisse des cicatrices ». Et ça change tout. Dans le premier jeu, Ellie représentait l'espoir. Dans le second, elle devient la tragédie. Plus elle avance, plus elle perd ses amis, sa relation avec Dina, sa stabilité mentale, sa capacité à profiter de la vie. La vengeance devient une addiction. Et la scène finale dans la ferme est essentielle.
Ellie a tout ce qu'elle voulait autrefois. Un foyer, une famille, la paix. Mais intérieurement, elle est détruite. Elle repart donc, non pas parce qu'elle est forte, mais parce qu'elle est incapable de guérir. C'est extrêmement sombre, et c'est aussi pour ça que le jeu marque autant. Puis vient la décision la plus controversée du jeu. Vous faire incarner Abby, la femme qui a tué Joel. C'est probablement l'un des paris narratifs les plus audacieux du jeu vidéo moderne. Pourquoi ? Parce que Naughty Dog demande quelque chose de presque impossible, faire ressentir de l'empathie envers quelqu'un que le joueur déteste déjà. Abby n'est pas écrite comme une méchante caricaturale, elle est traumatisée, brisée, obsédée par la vengeance, exactement comme Ellie. Et c'est là le cœur du jeu, Ellie et Abby sont des miroirs. L'un a perdu Joel, l'autre a perdu son père. L'une tue pour survivre à sa douleur, l'autre a déjà essayé, et ça n'a rien réparé. Mais beaucoup de joueurs ont refusé ce miroir, parce qu'ils ne voulaient pas comprendre Abby. Ils voulaient la battre, et c'est là que le jeu entre en conflit direct avec son public. Quand on découvre Abby, elle a un but unique, tuer Joel. On apprend vite pourquoi Joel a assassiné son père, chirurgien des Lucioles. Ce contexte transforme la première scène choquante du jeu en un acte tragique mais compréhensible. Abby ne cherche pas le mal pour le mal, elle agit par douleur. C'est une revanche alimentée par la perte, exactement comme celle qu'Ellie va entreprendre ensuite. Le jeu commence donc par nous placer dans un cycle de haine déjà en marche, où chaque acte de violence, de vengeance, déclenche un autre. Mais très vite, Abby découvre que la vengeance n'apporte rien. Après la mort de Joel, elle ressent surtout le vide. L'homme qu'elle déteste n'existe plus, et sa vengeance n'a pas guéri sa souffrance. C'est à ce moment-là que son humanité refait surface, notamment à travers Lev et Yara, deux jeunes séraphites qu'elle choisit d'aider. En les protégeant, Abby entame un chemin de rédemption. Elle rompt avec son groupe, les Wolves, et s'éloigne de la logique guerrière qui l'a façonnée. Ses choix montrent une vraie évolution. D'exécutante déterminée, elle devient une survivante empathique, prête à risquer sa vie pour ceux qu'on lui avait appris à haïr. C'est à ce moment-là du récit que le jeu renverse notre regard. On joue Abby, ce basculement divise énormément, mais c'est précisément le pari narratif du jeu. Nous forcer à développer de l'empathie pour celle qui a tué notre héros. En contrôlant Abby, on comprend que ses motivations ne sont pas monstrueuses, juste humaines. Elle devient pour Ellie ce que Joel était pour elle, un ennemi à abattre. Et ainsi, The Last of Us 2 nous fait ressentir la symétrie tragique entre les deux. Quand leurs chemins se recroisent, le joueur n'est plus ni pour l'une, ni pour l'autre, il est face à deux victimes du même cycle. Et c'est à ce moment précis que Naughty Dog décide de faire le pire choix pour un joueur, se confronter à Ellie en incarnant Abby. Lors de leur confrontation finale sur la plage, Abby est méconnaissable, amaigrie, brisée, mais encore capable de compassion. Quand Ellie l'oblige une dernière fois à se battre, Abby refuse d'être la même personne qu'avant. Elle a dépassé la vengeance. Elle choisit la vie, celle de Lev surtout. C'est ce geste qui marque la vraie victoire morale du jeu. Abby survit, non pas comme guerrière, mais comme témoin de ce qu'il reste quand la haine devient vaine. La possibilité de recommencer. Beaucoup ont détesté la fin. Après tant de morts, Ellie épargne Abby. Mais ce choix a du sens. Au dernier moment, elle comprend enfin quelque chose. Tuer Abby ne ramènera pas Joel. Et surtout, la dernière image de Joel qu'elle retrouve n'est pas sa mort, c'est leur dernière conversation, le début possible du pardon. Ellie ne lâche pas Abby pour sauver Abby,
elle la lâche pour sauver ce qu'il reste d'elle-même. C'est subtil, amer et profondément humain. The Last of Us Partie 2 n'est pas un jeu pour plaire, c'est un jeu conçu pour provoquer, déranger, frustrer et faire réfléchir. Il échoue parfois, son rythme est discutable, sa structure casse l'élan narratif, son message peut sembler appuyé. Le pari de ce jeu, c'est de t'avoir fait détester celle que tu aimais et de t'avoir fait aimer celle que tu détestais. Mais rares sont les jeux capables de susciter encore autant de débats des années après leur sortie. Et rien que pour ça, il a gagné quelque chose d'unique. Il est impossible à oublier. Chef-d'œuvre pour certains, erreur monumentale pour d'autres, mais différent, jamais.